Samedi 6 juillet de l'an 2024. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce jour qui est consacré au décryptage de l'actualité sociopolitique hebdomadaire de la semaine, notamment de la semaine sur ESAE TV. Notez d'entrée de jeu que le lundi dernier, les anciens présidents Thomas Boni-Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglos étaient en conclave avec le président Patrice Talon suite à leur médiation initiée au niveau du Niger auprès du président de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani. On en parle dans le décryptage de ce matin, notamment suite à cette rencontre. Il y a eu la mise sur pied, il est annoncé la mise sur pied d'une commission tripartite en vue de négocier pour l'obtention de ce dégel. On en parlera en plateau ce jour avec Agapit Napoléon Mafroikan, qu'on ne présente plus, les consultants médias communication, analyste chroniqueur politique. Il sera face à un autre journaliste analyste politique, Arimi Choubadé. Avec eux, chers amis internautes, cette semaine, la presse béninoise a eu une bonne nouvelle, la nomination d'Édouard Loko à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, une nomination qui a été effective en Conseil des ministres le mercredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. On commentera cette nomination et on essaiera d'apprécier un peu les enjeux qui y concourent. Avant de retrouver les invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec 2 sites. Le siège national de Gbadjoumede, l'annexe d'Apakpa, l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour le décryptage. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbadjoumede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbadjoumede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour avec Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'être là, journaliste, analyste politique. Agapit Napoléon Mafroikan, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Merci d'être là. Arimi Choubadé, lundi dernier, les anciens présidents Thomas Boni-Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglos étaient allés rencontrer Patrice Talon, président de la République, pour échanger suite à leur rencontre avec le général Tiani. Ils ont échangé avec Patrice Talon. On a appris la mise sur pied d'une commission tripartite pour obtenir ce dégel. Est-ce que pour vous, déjà, on peut se dire qu'il y a une lueur d'espoir? Bon, enfin, oui, c'était peut-être la délivrance pour beaucoup de Béninois et de Nigériens, cette sortie des 2 anciens chefs d'État. En fait, ce que j'ai compris, ils sont allés expliquer au président Talon ce qui ressortait de leur médiation. Pas médiation, enfin, de leur initiative. De leur initiative, parce que c'est leur initiative. Ils sont allés rencontrer, ils ont commencé par le président nigérien, et à la sortie, ils ont signé un communiqué conjoint, signé des 2 anciens chefs d'État et du président nigérien, qui sont allés porter au président Talon pour l'informer de ce que eux ils sont allés au Niger et lui expliquer ce qui ressortait de leur entretien. Je crois que on en est là. C'est vrai qu'on a retrouvé dans le document
des propositions de création de commissions ou de tout ce genre, tout ça. Bon, enfin, ça c'est une autre... c'est pas encore un accord. Hein, je suppose que c'est peut-être des suggestions ou des solutions. Parce que je ne sais pas comment le président Soglo, par exemple, va faire partie d'une commission pour aller faire des séances de travail, pour trouver une solution à des... Non, je crois que les techniciens des deux côtés peut-être vont s'asseoir pour étudier les dossiers en instance. S'il y avait des problèmes, effectivement, ils vont trouver. Sinon, je crois que les deux anciens chefs d'État vont finir leur mission, enfin, réussir leur mission. S'ils veulent continuer, tout dépend de leur disponibilité. Et puis, sinon, comme il a tout dit, il n'y a pas de problème entre les deux pays. On a voulu créer quelques difficultés parce que c'est devenu un problème politique. On a vu les hommes politiques écumer des plateaux pour chacun apporter son soutien, comme s'il y avait un différend entre les deux pays. Alors, je me demande comment ils se revoient, tous ceux qui ont apporté leur soutien au président Talon, comment ils se sentent maintenant, s'ils continuent de le soutenir, puisqu'il n'y a vraiment pas de problème en réalité. Hein? S'ils ont voulu, c'est vrai que le président Talon aussi avait fait des déclarations, hein, pour expliquer que ça n'allait pas avec le Niger, et naturellement ses partisans sont plus obligés d'aller le supporter ou de le soutenir. Mais maintenant on est dans le concret. Hein, je crois dans le communiqué, on a retrouvé les griefs entre griffes du Niger vis-à-vis du Bénin. Certainement le Bénin va répondre à ça, mais ça ne sera plus sur la place publique ou dans les médias, ce sera peut-être dans l'occasion de discussions plus sérieuses et plus formelles. Plus formelles. Agapit Diablom Africa, est-ce que selon vous, on peut dire mission réussie pour les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi? Évidemment, s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas eu de mission. Et s'il n'y a pas eu de problème, il n'y aura pas de grief. Donc, il y a bel et bien problème. Donc, il y a tout au moins frontières fermées. D'abord d'un côté, après, ensuite des deux côtés. Il y a suspension du transport du gaz, du pétrole vers Cotonou à travers le tunnel, donc le gazoduc. Et enfin, il y a une situation sur le site de Wapko à Cotonou avec un jugement. Donc, quand on met le tout ensemble, il y a quand même une situation entre les deux pays. Et donc, la mission des deux chefs d'État, il faut la saluer. Il faut la saluer et elle était vraiment anodine parce que c'était pas si évident. Si Patrice Talon, si le président Soglo avait lui annoncé au départ qu'il allait entamer une médiation dans le cadre des chefs d'État africains créés par Nelson Mandela, le président Yayi n'était pas dans cette prédisposition. Il était plutôt partie prenante puisqu'il était allé à Malanville, il a fait des déclarations et autres. Mais je trouve que les deux ont pu se retrouver et c'est une belle mission. Je pense que ça va rester dans les annales comme l'une des initiatives meilleures que nos anciens chefs d'État ont pu prendre. Je me rappelle en 2011 comment sous les yeux de Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo et Émile Derezissou, on a appelé le peuple béninois à aller au vote, aux urnes, avec la LEPI. C'était pas évident à l'époque. Aujourd'hui, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, je pense qu'ils ont fait un travail, ils ont pris une très belle initiative. D'autant que c'est de leur propre chef. Et ça aurait pu échouer. On aurait pu écrire à sur les Baudets. Donc, je pense que c'est une très belle initiative qui va rester dans les annales. Après, effectivement, ce qui est intéressant dans l'initiative, c'est qu'il y a eu un gentleman agreement. Ils ont signé effectivement un communiqué à Niamey, mais qui n'a pas fuité avant leur rencontre avec le président Talon. Et c'est quand même intéressant. C'est pas toujours évident. Il y a eu une certaine discipline institutionnelle et qui élégante, il faut le dire, qu'il faut souligner. Donc, c'est qu'après l'audience avec le président Talon, qu'on a eu des bribes. On a eu quelques bribes d'informations. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune déclaration formelle en dehors du Premier ministre nigérien qui a rendu public le communiqué signé à Niamey. Je trouve que quelque chose a bougé, les liens ont pu bouger. Espérons que on retrouve la situation d'avant juillet 2023. Bon, c'est agréable pour tous. Rémi Choubani, je vous reprends sur la chute de Agapit Diablom Africain. Quelque chose a bougé selon lui, et on a pu constater cette semaine qu'il n'y a pas eu quand même de réponse du berger à la bergère, que ce soit du côté de la partie béninoise ou de la partie nigérienne, tout au long de cette semaine par médias interposés, comme c'était le cas par le passé, chaque semaine. La partie nigérienne s'est expliquée face aux deux anciens chefs d'État. On ne peut pas s'expliquer dans un cadre aussi. Mais ça a montré quand même
que nos deux chefs d'État que nous avons gazés au marché d'Antokwa, et dont l'un a été obligé d'un blocus pendant 52 jours, et qu'à l'extérieur, pour avoir cette aura-là, hein, et comme je l'ai dit, ça va même au-delà de Niger et du Bénin. Parce qu'on a sent aujourd'hui une difficulté entre la CEDEAO, ou ce qui est resté de la CEDEAO, et les États de l'AES. Donc c'est comme si les deux anciens chefs d'État ont établi une passerelle pour désormais aborder tous les sujets entre les deux communautés, enfin les deux parties, sans complexe. Et donc je dis, la partie nigérienne, si on s'était peut-être penché sur le communiqué, vous verrez que clairement ils ont porté leurs accusations contre le Bénin. Hein? Et ils ont, pour justifier la fermeture de la frontière, ils ont expliqué que la frontière béninoise n'était plus sûre pour le pays. Il y a en lutte contre des groupes armés, ce qu'on appelle communément les djihadistes, etc. Donc, oui. Après s'être exprimé à ce niveau, il n'avait plus de raison de s'exprimer. Du côté du Bénin, puisqu'on ne savait pas de quoi il était question là-bas, à moins de tirer à bleu rouge sur les anciens présidents, c'est pas l'envie qui a manqué. On a même eu quelques petites salves sur les réseaux sociaux et même dans la presse à Cotonou ici contre l'initiative des anciens présidents. Mais officiellement, on ne pouvait pas se prononcer tant qu'on ne savait pas ce qui s'était dit à Niamey. Bon, enfin, ils ont eu, le chef de l'État béninois a eu officiellement en main les griefs du Niger, hein, les griefs du président Tiani. Ce n'est pas les médias qui ont rapporté. Ici, ce sont des anciens chefs d'État qui sont venus lui rapporter. Eux-mêmes, ils ont posé leur ceinture au bas du communiqué. Donc, sans avoir pris connaissance de ce document-là, je ne vois pas les Béninois en train de développer une certaine communication. Là, maintenant, ils ont fort à faire pour répondre officiellement, bien entendu, aux griefs, pas peut-être par les communiqués, ou attendre peut-être que la commission siège pour évoquer ces sujets-là. Donc, au moment, dès lors que les deux présidents décidaient de partir à Niamey, c'était compliqué pour les Béninois de continuer à communiquer sur le sujet. Donc, on peut dire finalement, ce sont nos anciens présidents qui nous sortent progressivement de cette crise-là. Mais est-ce que, après avoir écouté le Premier ministre nigérien, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que le président, le général Abdourahmane Tiani, est prêt pour le dégel de son côté également? Non, je voudrais d'abord parler des anciens, mais c'est quand même leur devoir, hein, les anciens présidents. Ils sont anciens présidents de la République. Et puisqu'ils le sont, normalement, à ce niveau, ils devraient être des conseillers spéciaux de celui qui est là. Ils devraient moins parler et plus agir. Et là, je pense que comme les autres l'ont fait en 2011 à Boniaï, qui était totalement le dos au mur, avec une lépi que personne ne voulait, déclaré opérationnel par la Cour constitutionnelle avant même d'être élaboré. Hein, comme ils l'ont fait, le président Zinsou, le président Zinsou et le président Soglo, hein, qui n'étaient pas non plus soutien. Non, le président Soglo, c'est Mathieu Kérékou qui était devant, mais Soglo qui n'était pas soutien de Yahi Boni, qui était à l'UN à l'époque. Mais il a laissé ses griefs politiques à l'époque pour sortir. Les trois étaient là, ils ont appelé le peuple. C'est Mathieu Kérékou qui a eu, donc, ils ont appelé le peuple à aller voter. La lépi n'était pas consensuelle. C'est ce qu'on attend en 90 à la conférence nationale. C'est la même chose. Les anciens chefs d'État, Kérékou a dit, ils sont pas des invités, ils sont mes hôtes de marque. Alors que beaucoup ont fait la prison, d'autres étaient à l'extérieur, Zinsou, Lolo, qu'on a chanté, qu'on voulait, il était déporté, enfin, il était en exil. Il est rentré quelques semaines avant la conférence. Donc, c'est dire que, à un moment donné, les anciens présidents doivent laisser leur grief. Leur grief. Parce que celui qui est aux affaires, c'est lui qui agit. Il ne peut pas agir comme eux. Il agit comme lui, comme son mandat est. Donc, il ne devrait pas normalement opiner officiellement, sauf s'ils sont dans l'action politique. Et là, j'ai vu que le président Yahi a dissocié les deux choses clairement. Le chef de la démocrate a laissé sa touche et s'est transformé en ancien président de la République. Et ça, c'est élégant. Comme je le dis toujours, cette démarche, elle a été élégante. Tout le monde était dubitatif parce qu'on ne sait pas quel discours ils auraient tenu là-bas. On sait jamais, les deux étant frileux de grandes déclarations. Donc, du coup, moi, je trouve que oui, c'est un coup de poker, mais qui a fonctionné comme un très bon coup. Quelle que soit l'issue,
Demain, je trouve qu'ils ont fait une très bonne œuvre. Ça va rester, dès que soit l'issue. Avant d'aborder la main tendue de Tiani, vous avez dit quand même quelque chose d'assez important qu'on a vu un peu sur la toile. Beaucoup de personnes estiment que le succès de cette mission est d'abord attribué à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Agapit Maforikan, si on vous dit aujourd'hui, très rapidement, quels sont les souvenirs vifs qui reviennent à l'esprit dans le cadre de Nicéphore Dieudonné Soglo, puisque vous avez dit tout à l'heure que c'est un homme qui arrive à mettre parfois ses opinions politiques en dessous de l'intérêt de la nation. Si on va parler de Soglo et de talent, ça va durer. Parce que c'est comme le père et le fils. Le problème, c'est que Soglo a un autre fils qui est en difficulté et qui n'est pas au pays. Et donc, on ne peut pas faire abstraction de tout ça. Donc, je préfère qu'on ne rentre pas trop dans... Soglo est c'est un président meurtri, qui a eu un mandat, qui a fini dans des conditions difficiles, qui a tenté un deuxième, qui ne l'a pas eu. Si on veut parler de Soglo, c'est un mélange de situations qui peut être qui peut ne pas lui être nécessairement favorable, mais c'est quand même un patriote. Moi, de toute façon, je tiendrai de Soglo plus de positif que de négatif. Même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je tiens de lui plus de positif que de négatif. Et il part comme celui qui a remis le Bénin sur les rails après 90. Ça, on en parlera. Il y a les moments de frasque. Nous sommes des humains avec nos excès, mais il y a de grands moments patriotiques avec le président. De grands moments patriotiques. Et donc, un de ces grands moments, c'est 90, c'est 2011. Il était braqué, il était hyène. Il aurait dû ne pas aller pour dire non, nous n'irons pas. S'il disait ça, ça aurait été la mission de Kérékou et de Zinsou aurait été. Cette fois-ci, quand il a pris la parole, il a dit Talon s'est tiré une balle entre les pieds. Mais au même moment, il est revenu rapidement pour dire écoutez, bon, nous, on va faire une médiation. Donc, c'était quand même en équilibre, contrairement à Boni Yayi, qui, lui, il est chef du parti. Et il a pris position, il est allé récupérer presque l'élément. Moi, la crainte que j'avais eue, c'était qu'ils aillent récupérer, qu'ils aillent là-bas, qu'ils reviennent, qu'ils récupèrent ça. C'est sûr, ils vont récupérer. C'est sûr, Boni va l'utiliser. Il n'y a pas de, et on est en politique, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est que ils ont fait une mission dans des contextes dans lesquels nous savons. Et cette mission a fonctionné. La CEDEAO aurait pu le faire, elle n'a pas pu. D'autres auraient pu le faire, ils n'ont pas pu. Eux, ils l'ont fait dans le contexte où on connaît chacun. Arrive bien à parler de gazer dans ton pas. Oui, ça restera comme un moment aussi de l'histoire. Le blackout sur Boni Yayi restera aussi. Mais tout ça a des origines, a des raisons. Mais tout ça n'a pas empêché non plus qu'il y ait eu cette mission. Et que le président Talon n'ait pas dit, moi j'ai envoyé personne en mission, qu'il les ait reçus aussi au retour. Donc, globalement, je trouve qu'il y a eu une sorte d'agreement au sommet de l'État. Tant mieux. Le reste appartient aux deux États Je reviens à Agapit Maforikan. Tout à l'heure, Agapit disait que Nicéphore Dieudonné Soglo est un patriote. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Non, moi je suis souvent très gêné de parler du président Soglo, surtout qu'il est encore là, pour parler de lui-même. Moi, il faut parfois célébrer. Je suis très proche de lui. Vous voyez, donc c'est comme si je parlais de moi-même. Vous comprenez? Puisqu'il est là, il se défend très bien. C'est lui qui fait notre image, c'est pas nous qui faisons son image, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Donc chaque Béninois connaît qui est Nicéphore Soglo. C'est pas sur ce plateau qu'on fera l'histoire. Mais pour les jeunes qui nous suivent, plus jeunes encore que moi. Tout à fait, ils s'intéressent à l'histoire de leur pays. Ils savent très bien qui est le président Soglo. Et c'est pas sur ces détails-là. Je vous dis, ils ont restauré au Bénin son image dans la sous-région. Notre président, le président Talon, il participe réellement aux rencontres de la sous-région. On était bien surpris de le voir être le porte-flambeau des sanctions de la CEDEAO pour nous créer, qui nous a amené à la crise actuelle. Et on a vu, vous savez, le dernier épisode c'est quoi? C'était des Nigériens qui étaient arrivés au Bénin, qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, condamnés, avant de retourner chez eux. Et brutalement, quelques jours après, on voit des Béninois débarquer à Niamey, célébrés, accueillis par, je peux dire, toute la sous-région. Vous voyez, donc, si ces images-là ne disent rien aux jeunes, je ne sais pas ce qu'on va leur dire encore pour leur parler du président Soglo et accessoirement du président Yayi, pas pour le diminuer. D'abord, le président Yayi est un disciple du président Soglo, quand même après, en politique interne. Oui, l'ami Agapit disait tantôt, si on doit parler de Soglo, Talon, Yayi, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Et donc, avant même de devenir
un problème politique. Tu peux même dire que nous sommes les otages de cette histoire de famille, en tant que Béninois. Bon, donc, si on doit rentrer dans ces détails, même moi, je suis très content, très fier de ce qui a été fait. Quand j'ai vu Tiani pratiquement au pied de nos anciens chefs d'État, je crois quand même que quand vous êtes Béninois, ça fait chaud au cœur. Tiani qu'on dit calculateur, arrogant et tout, c'est pas le même Tiani que nous avons revu en train de, voilà, avec les images que nous avons vues avec nos anciens chefs d'État, avec ses ministres, avec même la population du Niger. Donc pour nous, c'est un dégel. Désormais, les Béninois et les Nigériens se disent, bon, il n'y a pas de problème, on continue, il y a des difficultés. Mais quand se rassure, le problème du contrat, ancien chef d'État ou pas, c'est des milliards. S'il y a un problème, c'est le tribunal qui va gérer. Ce n'est pas des médiations qui vont régler le contrat du pipeline. Si ça se passe mal et que quelqu'un se sent lésé, il n'y a rien à faire. Mais dans la fraternité, on trouvera un consensus. Oui, je ne sais pas si l'argent de fraternité. Donc, si les intérêts sont lésés et que quelqu'un se sent lésé, il va se faire payer d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne se leurre pas pour dire oui, on peut casser les pipelines, on peut bloquer les navires et que demain, l'ICFO va débarquer à Niamey et que tout va être pacifié. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Mais il y a des déclarations qui se font. Le président Talon qui vient, son ministre des Mines qui a eu sa mésaventure. De temps en temps, le premier ministre du Niger et même Tiani lui-même. Donc, peut-être qu'on aura une accalmie de ce côté-là, sans oublier les soutiens qui passent sur les plateaux de télé pour dire qu'ils soutiennent que les Nigériens sont les grands ennemis qu'il faut combattre, etc. J'espère qu'ils vont se calmer aussi pour que, on rentre dans une phase normale, on retrouve la phase normale de nos relations. Agapine Maforikan, vous voulez parler du général Tiani? Non, le général Tiani, il est dans son... En fait, c'est quelqu'un qui est perdu, aussitôt après le coup d'État, donc il a eu peur de tout. De toute façon, moi, je fais partie de ceux qui ont dit le dimanche 30 juillet que la CEDEAO allait très vite en besogne. Et le président Talon l'a reconnu presque en décembre en disant les anciennes situations ont piqué au vif la CEDEAO qui a dû aller à vouloir régler le problème une fois pour de bon en mettant un peu la pression. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. J'estimais en juillet que c'était pas la meilleure des solutions. Et ça, c'était évident. Et je vais retrouver mes écrits en disant que si on n'a pas réglé la question à Ouagadougou en 2012, on est revenu encore à 2 autres coups d'État pour venir à Goïta. Si on n'a pas réglé la question de l'autre truc de la Guinée là. Doumbouya? Non, pas Doumbouya, bien avant en 2011-2012 aussi, qui est en prison actuellement, qui devait être jugé. Donc, si on n'a pas réglé son problème, lui, et on est passé à 3e mandat avec un ancien opposant, quand même connu pour essayer à doubler dans qui se veut s'éterniser, et maintenant on a un coup d'État. Si on n'a pas réglé le problème au Burkina, on est passé de 2015 à 2023 à 3 coups d'État. Alors finalement, il y a un problème à l'interne qu'il fallait régler et que donc débouler, bouger l'autre avec la force n'était pas si évident. Où est la force en attente? Qui finance? Donc à l'époque, la CEDEAO, certainement, ne pensait pas avoir une résistance comme on a pu avoir aujourd'hui en Niamey. Donc, un mauvais casting, ça c'est connu, c'était dit. Après, oui, le général, il a développé une sorte d'arrogance et d'outrance. Qui n'était pas par rapport au pays. Je pense que si on en veut au Bénin ou bien à Talon sur des aspects, autant le dire directement et lui écrire, lui faire un répertoire des choses. Moi, j'ai écouté le Premier ministre à Nairobi dans une interview où il disait que ce pays-là avait réglé la question de l'OCBN de telle manière. Il dit, donc il y avait des griefs liés à l'OCBN qui entrent dans l'histoire aujourd'hui, donc, l'affaire de Bénin Rail, OCBN, tout ça. Donc, il y a beaucoup de petites situations qu'on a dû entraîner dans l'histoire de on veut nous agresser, il y a des troupes aux frontières. Je pense que entre les deux présidents, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a ou bien quelque chose a mal tourné. C'est pas une affaire de peuple, c'est une affaire d'hommes. Et donc, cette médiation, je trouve que quand vous voyez comment le ministre de l'Intérieur a reçu les 2 chefs d'État, comment c'était détendu, comment avec Tiani c'était détendu, je me dis, les lions bougent, quand j'ai dit les lions bougé, évidemment, c'est pour aboutir aux 2 hommes.
Donc, moi, je pense que si le Tiani avait reçu à Dambi, on ne serait pas encore là aujourd'hui. Puis le président Talon s'est rattrapé dès décembre, janvier, en faisant les initiatives qu'il a prises. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que il est comme les gens disent, on fait table rase du passé. On fait table rase du passé. Comme on dit, on n'oublie pas, on pardonne, on avance. Donc, ça fait table rase du passé. Les deux pays ont déjà eu des situations en 63. Ils ont déjà eu, l'île de l'été a été gérée finalement par la Haye. Donc, on a déjà des antécédents, mais on vit en bonne intelligence. Donc, moi, j'estime que les deux, peuvent, de là à là, ça va se rétablir. Quel que soit le monde, ça va se rétablir. Tiani, il est dans ces moments délicats parce que, à l'interne, il a ses problèmes. À l'extérieur, il n'a su de rien. Donc, c'est normal qu'il se méfie. Mais je pense que les garanties, peut-être, la commission tripartite va apporter les garanties nécessaires, peut-être qui lui permettent de s'assurer qu'au Bénin, la menace ne viendra pas, en tout cas pas de la frontière béninoise. Ariel Choubané, certains estiment que la fin de cette crise viendra au moment où Patrice Talon et Tiani vont discuter, tête à tête. De quoi? De la crise. Oui, quelle crise? Le Bénin manquait de respect au Niger. Il faut qu'on dise les choses par leur nom. C'est le Bénin qui a dit non, nous allons faire partie, nous allons libérer l'otage Bazoum, nous allons faire partie, on ne peut pas accepter. Par tous les moyens, c'est le Bénin qui a fait sa rhétorique tout seul. Mais est-ce que les motivations n'étaient pas fondées? Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Quand vous voulez, il faut respecter l'adversaire d'une manière ou d'une autre. On ne parle pas à son enfant, on parle à un État. Hein? Même si à l'interne, ils ont des difficultés, ce n'est pas une manière pour que... quoi qu'on dise, c'est Tiani qui aujourd'hui représente l'autorité suprême au Niger, qu'il ait usurpé, qu'il ait volé, il est là. Vous le respectez le Niger. Vous ne le respectez pas, vous ne considérez pas le Niger, et le Niger va vous traiter de la même manière. Moi, quand Kérékou a fait son coup d'État, est devenu chef d'État, on mobilisait tout le monde dans les rues pour le soutenir. Quand bien même on sait que c'est un coup d'État qu'il a fait pour arriver au pouvoir. Enfin, je ne sais pas si nos dictateurs sont chéris et on crie sur les dictateurs des autres. Enfin, on peut tout dire. Il peut y avoir de la motivation. Mais on ne peut pas, au niveau de l'État, dire oui, nous irons là-bas, nous avons une force d'attente et faire tout ce que nous avons fait pour montrer aux gens qu'on se prépare pour aller délivrer Bazoum. Quand on a fini de faire ça, et après on dit bon, maintenant on laisse tomber, rentrer dans les rangs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et si aujourd'hui le Niger fait ses caprices, oui, mais ils sont souverains. On n'a pas d'ordre à leur donner, on n'a pas de comportement à leur dicter. Nous avons resté exemplaires. Le Bénin va rester exemplaire. Pour qu'on le reproche. Quand on le dise, bah oui, c'est vrai, nous-mêmes, on a reconnu. Non, mais ça, c'est trop facile. Vous n'avez pas manqué de respect aux gens pour dire oui, maintenant, on tend la main. C'est trop facile. Eux, ils ont des problèmes existentiels. Excusez-moi, ils ont des problèmes existentiels. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des attaques sur le territoire. Il y a des groupes armés qui frappent partout, qui ont même détruit la dernière fois une partie des installations du pipeline. Et donc, eux, ils ont des difficultés bien réelles. Et ces difficultés sont liées au coup d'État. Et ils ne savent même pas. Non, pas. Non, mais comment on appelle ça? Au contraire, il y a certains qui vous ont dit que la libération. Au contraire, certains coups d'État étaient justifiés par le fait que il y avait des groupes armés qui étaient sur le territoire et que il n'y avait pas une volonté manifeste de les combattre. On a vu l'occupation de Kidal qui était validée par la communauté internationale pendant des années et qu'il a fallu les militaires prennent le pouvoir, au Mali pour les chasser. Donc si on doit rentrer dans ce débat-là, c'est un débat global. C'est un débat global. Donc le plus important pour le Bénin, c'est de se montrer exemplaire vis-à-vis de ses voisins. C'est pas de s'immiscer dans leurs affaires pour dire nous on est Bénin, on va tout faire pour mettre en musique la force d'attente pour libérer. Notre ministre des Affaires étrangères a même disparu dans cette histoire depuis qu'il a dit que Bazoum est au Nota qu'il faut libérer. On ne le voit même plus apparaître dans cette affaire. On a même recouru au ministre des Mines pour aller porter un message ou de ce genre-là. C'est pour dire que le Bénin doit rester exemplaire par rapport à cette crise. Merci. Même si on a des positions à donner, on les reverse à la CEDEAO et la CEDEAO va continuer. Je ne sais pas si c'est la CEDEAO qui a désigné le Bénin comme son porte-parole pour aller faire la rhétorique guerrière que nous avons menée.
Merci à vous, Arimé Choubadé. Agapit Mafoïkan, selon Arimé Choubadé, le Bénin doit rester exemplaire, mais que pensez-vous des retombées d'un tête-à-tête entre Patrice Talon et Abdourahmane Tiani? Non, vous savez, en fait, toute cette situation, c'est l'essoufflement de 90. Et moi, je ne suis pas surpris. Moi, c'est l'essoufflement de 90. Vous voyez, la souveraineté, la nomination dans les affaires intérieures, c'est le principe sacro-saint des relations internationales. Normalement. Et lorsque l'OUA s'est créé dans la non-remise en cause des frontières de la colonisation, la décolonisation, la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays, la souveraineté. Donc, c'est le principe sacro-saint. Mais en créant les organisations comme la CEDEAO, l'autre et autres, on a mis en commun un certain nombre d'éléments. Donc, on a abandonné nos souverainetés à ce niveau-là. Les présidents nigériens qui ont succédé ont signé tout ce qu'il y a comme protocole additionnel, qui ont permis qu'il y ait une force en entente. En réalité, mais tout ce qui s'est passé après, tout ce que dit Arimé, sur le principe des rapports internationaux, des relations internationales, il a raison. Le problème est que ça fait abstraction des outils, des instruments dont la CEDEAO est dotée, avec l'aval de nos chefs d'État, qui aujourd'hui les remettent en cause après, parce que ils ont changé, les générations ont évolué, donc la CEDEAO s'est essoufflée, n'ayant pas les moyens de sa politique. Du coup, depuis 1993, on a eu les Comores. Au nom de quoi les Comores a délogé les Libériens? Donc, on a délogé le président Jammeh en Gambie. Au nom de quoi? Donc, mais aujourd'hui, tout ça s'est essoufflé. Tout simplement parce que, au niveau international, un certain nombre de leviers, les rhétoriques du genre, ou bien les diatribes du genre, il n'y a pas de développement de la démocratie. Soit c'est tombe. Même la démocratie dont on fait cas aujourd'hui a montré ses limites, en montrant qu'il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties, il y a des modèles démocratiques qui ne sont pas transposables ici et là. Du coup, on a perdu les leviers de 90, on retombe, tu as vu, il a parlé de coup d'État. Avant, quand un coup d'État arrive, personne ne dit il n'y a personne. Le président, il fait le tour de son ministre des Affaires, fait le tour de la sous-région, va à l'ONU, parle, et puis ça finit. Et puis après, quand un coup d'État, on dit jamais il faut rétablir l'ordre, et on donne l'ultimatum, on interdit, on saisit les avoirs. Donc, ça a été une logique depuis 90 à aujourd'hui. Donc, 30 ans après, ça s'est estompé. Tant mieux ou tant pis. Donc, le monde va se remettre. Du coup, le Bénin, dommage, est entré en queue de piste dans cette affaire et en subit les conséquences. Tant pis ou tant mieux. L'essentiel est que, pour moi, je pense que on est en train de s'en sortir. J'espère bien qu'on va finir par s'en sortir. Un tête-à-tête Tiani Talon, c'est pas impossible. Ça peut se faire, je pense. Mais c'est pas nécessaire non plus pour que ça se dégèle. Je pense que. Vous pensez que c'est pas nécessaire pour que ça se dégèle? C'est eux qui jugent. C'est eux qui jugent. Ils trouveront les mécanismes pour que ça fonctionne et que nous puissions mettre derrière nous cet épisode un peu malheureux. Mais bon, entre les États, ça existe, hein. Ça existe. Donc, il n'y a pas à se faire mauvais sang, quoi. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïkan, sur cette actualité. Merci également à vous, Arimé Choubadé. On va aborder l'autre sujet de ce samedi, notamment la nomination d'Édouard Loko, qui était conseiller du président de la République à la présidente de la République. Il a été nommé le mercredi dernier en Conseil des ministres, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC pour le compte de la 7e mandature qui s'étend de 2024 à 2029. Arimé Choubadé, journaliste, au regard de votre expérience, vous connaissez très bien l'homme Édouard Loko. Il est nommé à la tête de la HAC. Vos premières impressions? Félicitations à lui. C'est pas bon. Comme je le dis souvent, il a été vice-président 2019, 2014. Et maintenant là, il devient président, donc il est dans son barigou. Il connaît très bien la maison. Donc je ne doute pas un instant qu'il sera dépaysé ou qu'il va apporter quelque chose de nouveau. Il va tout simplement continuer à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Bon, c'est-à-dire? Non, mais je vous dis qu'il est déjà passé de la maison une fois, à un niveau pas moindre. Maintenant, il est sur le dernier palier. Bon, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, je ne doute pas à l'instant que ça va être quelqu'un qui va être dépaysé ou qui va transformer la maison d'une manière ou d'une autre. Le problème, ce n'est pas les individus, je l'ai toujours dit. Le problème, c'est l'institution HAC qui est un problème pour la démocratie au Bénin. Ah ouais. La HAC, c'est un problème pour la démocratie au Bénin. On veut faire croire que la HAC a un pouvoir. Mais en réalité, comme je le dis, il fait des mélanges. Les décisions que la HAC prend, ça, c'est des décisions réglementaires, soit des décisions parfois législatives, de l'ordre législatif, parfois du judiciaire. Il fait des sanctions. Ah, il prend des actes. Donc, voilà, ça perturbe la démocratie.
Et sans oublier sa dénomination elle-même, ses attributions qui sont floues, qui ne sont pas très... Bon. Donc, ce ne sera pas... À la fin, on ne dira pas, oui, il doit mal faire ou il doit bien faire. L'institution existe, des gens doivent l'animer. Le choix s'est porté sur sa personne et d'autres pour l'accompagner. Ils vont finir la mandature. Et bon, on va passer. Si entre-temps, si entre-temps des réformes n'interviennent pas, ce n'est pas la HAC qui doit faire des réformes. C'est la HAC même qui doit être réformée. Et ce n'est pas de son pouvoir à lui de réformer la HAC. C'est dans la Constitution, donc ça doit être une initiative nationale pour modifier cette donne-là. Si on ne réforme pas la HAC, je ne vois pas ce que les membres de la HAC peuvent faire autrement que ce qu'ils font actuellement. Agapit Mafoeko? Non, je suis d'avis avec lui globalement sur la dépersonnalisation. En fait, l'institution, c'est pas une personne. C'est vrai que nous avons tendance à voir les institutions à travers ceux qui les animent. C'est pas faux, c'est comme une locomotive qui traîne les wagons. D'accord. Mais cela dit, c'est une institution. C'est une autorité administrative indépendante. C'est du pouvoir régalien de l'État, donc du gouvernement, que la Constitution a remis à une administration autonome. Mais qui ne demeure pas moins un pouvoir de l'État. Donc la HAC, contrairement à ce que beaucoup pensent, la HAC n'est pas l'institution des journalistes. C'est l'institution que l'État a affectée pour regarder de près le fonctionnement des médias. Article 24 de la Constitution, la liberté de presse est reconnue et garantie en République du Bénin. Elle est protégée par la HAC, dans les conditions fixées par la loi organique. Or, quand vous prenez la loi organique, d'ailleurs, la même Constitution, aux articles 142, si je ne me trompe, explique déjà quel type, quand on dit liberté de la presse, il faut s'entendre liberté d'exercice, mais liberté de recevoir aussi de l'information. Ça veut dire que c'est des deux côtés, le côté de celui qui exerce et le côté du public qui reçoit. Donc, du coup, l'institution qui est appelée à gérer la liberté, rien que la liberté, du domaine de liberté, c'est déjà complexe. La question de liberté, elle est polysémique, elle est polyforme, dans la mesure où nous sommes tellement indépendants, nous sommes des gens libres, nés libres, et nul ne veut être régulé, nul ne veut être restreint. Nous parlons tout à l'heure de la souveraineté. Nous parlions du fait que pourtant nos chefs d'État ont signé tous, c'est le traité de la CEDEAO, le traité révisé, et ainsi de suite. C'est la même chose pour l'individu. Mais avec Edouard Loko à la tête de la HAC, Agapit Mafoeko, qu'est-ce qui peut changer? Edouard Loko est la tête, il est journaliste. J'avais eu à dire, c'est le premier. Oui, il y a eu René Meïro Dossa, qui était président du Conseil national à la fin de la conférence nationale, qui était président de la HAC, premier mandature. Mais la différence entre Loko et Edouard et René Dossa, le doyen, père son âme. René Dossa n'a jamais exercé comme journaliste. Il a eu le diplôme de journaliste et il a fait carrière dans la politique. Ministre et puis après CDC, et après DG. Et après il est revenu dans la profession. Donc, on peut dire, lui, il a été déconnecté totalement, n'ayant pas exercé. Edouard, il a fait toute la carrière. On peut dire de bas étage, donc de Sakodo jusqu'au sommet. Donc, du coup, au niveau opérationnel, comme au niveau institutionnel. Et au niveau associatif. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il connaît l'environnement. Mais il ne changera pas lui, c'est pas lui, la HAC, c'est pas sa propriété. La HAC n'est pas une association. La HAC est une institution, c'est un pouvoir. Donc, du coup, comme le dit Arimi, si la HAC va se transformer, c'est de l'État qui change, c'est l'État qui aurait voulu. La HAC ne peut pas changer sa loi organique. La HAC ne peut pas changer son fonctionnement. La HAC est l'institution qui protège la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse se décline en liberté d'exercice, mais en liberté de recevoir une information aussi juste, en liberté de ne pas, en devoir de ne pas atteindre l'honorabilité des gens, un certain nombre de choses, de préserver l'ordre public, les nécessités de défense, l'enfance et l'adolescence. Alors, quand vous entrez dans tout ça, il y a de l'ouverture d'abus pour l'autorité administrative. Donc, du coup, il faut qu'en face, il y ait des gens qui connaissent la profession et qui contribuent la force. Vous connaissez la résultante des forces concurrentes. Je l'utilise. C'est un système en physique, non? Il faut que dans les deux sens, que les forces s'étirent. La HAC est un pouvoir. Il a la chance d'avoir à la tête un journaliste. C'est une consécration pour Edouard Loko. C'est une consécration pour nous qui sommes de cette génération. On peut être fiers et heureux de le voir là. Mais ça, c'est des questions purement personnelles et individuelles. Mais après, quand on parle de l'État, c'est une institution. Et donc, elle a des missions d'institution. Que les gens, je vois des débats où on dit, bon voilà, on attend de comme l'a dit Arimi, il était vice-président de l'institution. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. J'ai été conseiller à la HAC. J'avais plein d'ambitions croyant que la HAC, c'est où tu peux transformer les choses comme, tu transformes ta maison.
Mais tu rentres dedans, tu te rends compte que mais vous êtes 9 d'abord. Il faudrait déjà que vous vous entendiez. Et qu'après, maintenant que vous ayez les moyens de faire ce que vous voulez faire. Et que maintenant ici, que l'État accompagne. Hein, il est arrivé, nous on a pris des décisions, le gouvernement a dit non. On est allé à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle nous a déboutés. Il est arrivé que l'État vote le budget et que le gouvernement, le député dit il faut augmenter substantiellement le budget de la HAC. Mais que le gouvernement n'est pas d'accord, diminue plutôt le budget. Alors, donc l'institution, est-ce qu'elle est vraiment... C'est maintenant qu'il faut plaider. Edouard Loko, chargé de mission du président Talon depuis 8 ans, prend la tête de la HAC. Espérons que, au regard des relations qu'il y a avec le président de la République et des défis à relever dans la profession, que les deux se combinent pour que nous ayons quelque chose de nouveau. Donc que les réformes attendues pour que l'entreprise de presse se renforce et que ceux qui exercent dans la profession le fassent décemment, dignement, et n'en vit pas d'autres, et ne vit pas de perdième ou dans la précarité. Voilà un peu le défi à relever et que sur lequel on pourrait attendre le nouveau président en disant oui, là maintenant avec le président Talon, tu as fait 8 ans, donc vous connaissez, tu le connais. Comment faire pour amener l'État à accompagner la HAC, qui elle-même doit accompagner les entreprises et de presse et sous-jacent les journalistes à être dans un environnement cohérent, normal et digne. Voilà le défi comme ça. Et ça, ce n'est pas que locaux. Il faut que la communauté l'accompagne, mais il faudrait que lui-même ait cette volonté et qu'il aille convaincre le président Talon. Alors, en l'état actuel, en l'espèce, Arrivé Chibadé, pour vous, quels sont les défis qui s'imposent à Edouard Loko? Aucun. Il va faire, c'est un instrument qui va fonctionner comme ça a l'habitude de fonctionner. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Il n'est même pas le chef des autres conseillers. On n'a même pas les mêmes sources de nomination. Chacun est venu par sa manière, si vous voulez. Il n'est pas oui, tout à l'heure, Agapit développait les histoires de budget, tout ça là. Là, il n'a pas d'autonomie financière. Je vous dis, il a répété plusieurs fois là qu'il y a un pouvoir. Ça dit que nous sommes dans comment on appelle-t-on, dans un modèle empirique. Vous savez, si vous prenez le judiciaire, il y a toute une doctrine, il y a des écoles, il y a des simulations, toute une histoire depuis que le monde est monde. Vous prenez le domaine législatif, pareil, le domaine gouvernemental. Mais là, c'est le Bénin qui a créé cette histoire-là. Ça n'a pas de doctrine. Ça fonctionne aux humeurs. Chacun lit le test à sa manière. Vous n'irez pas quelque part pour vous imprégner de comment peut fonctionner une structure politique dédiée à une profession. Et je vous ai tout dit ici que la corporation journaliste, là, ça n'existe pas dans le privé. C'est peut-être dans le secteur public que vous avez un modèle de corporation. Mais dans le privé, qui devait être la force même de la ça n'existe pas. Là où vous êtes, si vous avez des problèmes ici, je ne sais pas vers qui vous allez vous tourner, vers les associations ou je ne sais pas. Les entreprises, ce n'est pas renforcer les entreprises de presse, c'est de les créer pour pouvoir créer les syndicats. C'est ça, on va créer pour créer la corporation. Il faut aujourd'hui créer la corporation, bien entendu avec une volonté politique, mais on connaît la volonté qui est là, qui a déjà supprimé le ministère de la Communication. Si vous voulez encore chercher d'autres choses, et qui a réduit la HAC à l'espèce qu'on voit actuellement, et qui a envoyé un de ses plus meilleurs amis pour diriger. Suivez mon regard, pourquoi vous regardez Agapé? Nous sommes un peu préparés. Je vais retourner lui pour lui poser la dernière question concrète. Non, c'est pour dire que, franchement, pour mon ami Loko, il faut qu'on cesse de parler de lui. Il est président de la HAC, c'est déjà un fait. C'est acquis. On va les installer bientôt. Et puis bon, ça, l'institution va continuer. Continuité de l'État, vous dites non. Et puis ça s'arrête là. Il dit oui, bon, oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Hein? Il peut rien faire aussi. Non, on va changer. La HAC va changer. La HAC va changer, ça va pas. C'est une autorité administrative indépendante. Hein? C'est pas une création du Bénin. Les AI existent avant le Bénin. Et là, on continue. Oui, c'est une protéger la liberté de presse. Dans quel pays vous avez vu une institution qui protège? D'abord, la liberté, c'est pas quelqu'un qui protège. La liberté, c'est comme le vent. C'est comme si on dit pour respirer, il faut quelqu'un pour vous protéger. Non, on veille à ce que
ce que vous respirez soit sain. Merci Arémi. Le ministère de la Communication joue un rôle de régulation, un rôle de réglementation. On ne peut pas, aucune autorité n'existe, aucune structure n'existe sans un rattachement. Les cultes sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Donc, les ordres sont rattachés à les ordres professionnels sont rattachés à leur ministère de ressources administratives. Du coup, les médias sont rattachés à au lieu de le laisser à l'État, en 90 à la conférence nationale, ils ont dit non, l'État va être abus, il faut le rattacher plutôt à une autorité administrative indépendante. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune créature qui soit béninoise. Le problème est simple, c'est la profession. Moi, j'ai travaillé à trouver un modèle interne au niveau professionnel. Nous avons fait les états généraux, on a créé les unions, mais après, les problèmes, c'est à l'interne qu'il faut régler les problèmes. C'est là les problèmes ont commencé. C'est vous qui avez créé les problèmes avec l'état généraux. C'est quand on avait 8 ans. Comment on peut créer dans une profession un monolithisme associatif? Je ne dis même pas syndical. Si vous n'êtes pas dedans, c'est que vous n'êtes. Moi, je n'ai jamais fait partie. Est-ce que vous avez interdit de vous réunir une fois, de créer une autre association? Mais moi, j'ai créé déjà créé un syndicat. Allez lui demander ce qui s'est passé. J'étais à l'origine de la CDC. Mais la vie est un combat. Il a bataillé. C'est toute une bataille, mon cher. On vous dit, même dans les institutions, si vous n'avez pas l'onction de ces associations, vous n'aimez pas. Et pourtant, d'autres existaient. Aujourd'hui, c'est là le problème. Les médias ont commencé aux États généraux, là, les premiers. C'est même pas nous qui avons organisé les États généraux. Agapit Mafoïka, pour conclure. Les problèmes de la profession n'ont pas commencé. C'est là on a résumé tout le monde. On a même devenu une secte. On vous a compris. À part, même plus de la République. On a sorti les médias du privé de la République. On ne participe pas au dialogue social national. Je le dis tout le temps. On n'est même pas des Béninois, on est des Béninois à part. Parce que tout le Bénin travaille à confectionner le budget, à faire les arbitrages, à partager, à organiser la solidarité nationale. Nous, on n'est pas là. C'est après qu'ils ont fini qu'on vient pour demander de l'aide. Et c'est ça l'aide de l'État à la presse, qui n'existe même plus. Qui n'existe plus. Agapit Et tout ça, c'est nos États généraux fameux là, qui nous ont amenés là. Et les fêtières qui en sont issus, ce ne sont pas des lois, on dit fêtières. Comment des individus vont s'asseoir pour dire qu'ils ont créé fêtière pour toute une corporation? Agapit Mafoïka. Je peux enfin? Oui, pour conclure. Vous êtes sûr que je vais être bloqué? Allez-y, allez-y. Bien, alors. Donc, si ce n'est pas les individus qui vont créer fêtière, alors vous reconnaissez, vous dites que l'État n'a pas assez ingéré. C'est pas là où on va s'en sortir. L'aide d'État a été créée en 97. Il n'y avait pas encore d'État généraux. Quand on allait aux États généraux, on avait 8 associations fêtières des journalistes. On avait 4 des professionnels, des patrons de presse. On avait un désordre absolu au niveau professionnel. On a stabilisé. Parce qu'il y a beaucoup d'associations. Allez-y, Agapit, allez-y. Allez, s'il vous plaît. Je veux juste comprendre. Est-ce que c'est passé à plusieurs associations qui On n'a que 3 minutes, s'il vous plaît. Agapit, allez-y. Non, Agapit, allez-y. C'est à plusieurs associations, c'est ça le désordre. C'est ça qui nous a amené à l'histoire de la réforme de ces partisans, c'est ce que vous voulez dire. Merci. Alors, Agapit, allez-y. C'est tellement facile d'être dans la critique, c'est bien. Oui. Quand on n'agit pas, on est dans la critique. Et donc, la critique est facile, là, est difficile. Donc, moi, j'ai été dans l'art. Donc, je sais de quoi je parle. Mon ami Arémi, il est toujours dans la critique. Tant mieux pour lui ou tant pis pour lui. Là, de la démolition, tout le monde peut le faire. C'est plus facile de critiquer. Non, c'est plus facile de démolir. J'ai pas envie de dire plus. C'est plus facile. Là, de la démolition. Merci à vous, Agapit Mafoïka. Les États généraux. Merci à vous. Arémi Choumadé. Merci à vous. Arémi, je rappelle que le journaliste à l'analyse politique. Merci à vous également. Agapit Napoléon Mafoïka, consultant média communication, analyste politique. Merci. C'était à l'instant Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve lundi pour Free Matin. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.